bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la Société française d'anesthésie et réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour la série thématique, une série à la rencontre des experts de la Société française d'anesthésie et réanimation pour aborder des thématiques d'actualité en réanimation. Nous sommes aujourd'hui avec le professeur Claire Daillot-Fizelier, PEPH en anesthésie et réanimation au CHU de Poitiers, pour parler d'encéphalite infectieuse en réanimation. Bonjour Claire, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer par une première question. Quand devons-nous évoquer le diagnostic d'encéphalite infectieuse ? Bonjour, quand devons-nous évoquer les encéphalites ? Alors d'une part, quand il y a une aggravation, des signes neurologiques rapidement évolutifs dans plus de 24 heures, une évolution de plus de 24 heures, associée à une fièvre. Donc les signes cliniques qu'on peut avoir, ça va être quoi ? Ça va être des troubles de la conscience, bien entendu, une crise convulsive, mais ça peut aussi être juste une léthargie et des signes finalement qui s'apparenteraient plus à un problème psychiatrique, mais qui est inhabituel et qui évolue sur les jours précédents et donc depuis plus de 24 heures. Tout ça associé à une fièvre. Le diagnostic, il va être plutôt très probable lorsque vous avez ces signes neurologiques associés à une fièvre ou à une crise ou à un électroencéphalogramme anormal ou à une IRM, plus un LCR qui est finalement pathologique avec une protéinorachie, des leucocytes augmentés. À ce moment-là, eh bien là, vous allez avoir effectivement une grande probabilité d'avoir une encéphalite infectieuse. Très bien, merci pour ces précisions. Quelles sont les principales étiologies qu'on va rencontrer le plus fréquemment en réanimation ? Alors, il y a une grande étude menée par Romain Sonneville qui a été publiée il y a quelques années sur les méningoencéphalites infectieuses en Europe. Donc, c'était une grande étude qui a regroupé plus d'une soixantaine de centres dans 7 pays et regardé le pronostic défavorable à 3 mois. Et dans cette étude, ils ont bien sûr listé les encéphalites, alors les méningites, mais aussi les encéphalites. Pour la part d'encéphalite infectieuse, on a à peu près une incidence de 24% d'encéphalite infectieuse. Et au sein de ces encéphalites infectieuses, eh bien, il va y avoir 60% de ces encéphalites infectieuses qui vont être dues à HSV, l'herpès, varicelle zona, EBV. On va avoir aussi Donc on a HSV, on a VZV, HSV avec 35%, VZV, on a EBV, on a la grippe, on a l'HIV aussi qui peut donner des encéphalites lors de la primo-infection. Et tout ça, c'est les 60% les plus fréquents des encéphalites virales. Après, dans les encéphalites bactériennes, eh bien, la première, et ça, on n'y pense pas souvent, c'est l'encéphalite tuberculeuse. Et là, on a environ 10% des encéphalites infectieuses qui sont dans cette cohorte. Eh bien, des encéphalites d'origine tuberculeuse pour ce qui est des bactériennes. Et puis après, on va avoir la listeria. On a aussi la neurosyphilis qui sortait assez fréquemment, mais après, c'est de 2%, c'est plus rare. Donc voilà les encéphalites les plus fréquentes, en tout cas reportées dans une étude multicentrique, une cohorte prospective, donc c'est plutôt pas mal. Et en Europe, bien entendu. Merci beaucoup. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup d'étiologies. Et quels sont les grands principes du traitement à instaurer en urgence ? Alors, le grand principe, évidemment, comme il y a plus de 30% d'herpès, il va falloir couvrir l'herpès. Il y a le VZV qui est en deuxième. Donc, en gros, on est à peu près 40-50% des encéphalites virales qui sont dues à herpès et VZV. Donc, la cyclovir, il faut vraiment le mettre en urgence, bien sûr, après avoir fait les bilans étiologiques, donc à la fois dans le sang, mais aussi, bien sûr, dans le LCR. Dans le LCR, la PL, il faut évidemment la faire seulement si on n'a pas de contre-indication. Il va falloir les rechercher, je ne vais pas redétailler tout ça. Et vous faites un scanner si vous avez des signes focaux, et c'est simplement dans ces cas-là. Sinon, on peut faire la PL. Et puis, on va faire évidemment les PCR multiplex pour essayer de mettre en évidence ces virus. Et on va associer, bien entendu, la bactério, la myco, tout ce qu'on peut suspecter sur cette PL.
Le traitement, bien entendu, acyclovir, d'accord, 10 ou 15 mg kg par 8 heures en fonction de si c'est VZV 10 mg kg, 15 si on a des suspicions que ce soit VZV, pardon, HSV, et si c'est VZV qu'on suspecte, c'est 15 mg kg. La suspicion, ça va être des éruptions cutanées ou une vasculopathie sur l'imagerie cérébrale, l'IRM notamment. Donc dans ce cas-là, on va monter directement à 15 mg kg. Par contre, autrement, c'est 10 mg kg, 3 fois par jour en intraveineux, puis on associe à l'amoxicilline pour la listériose. Bien entendu, si votre LCR est trouble, vous ajoutez un C3G pour couvrir une méningite bactérienne si vous pouvez le suspecter. Si on a le moindre doute, d'emblée, il faut couvrir tout ça. Très bien, donc des fois on a des très fortes suspicions cliniques et malheureusement la première PL est négative. À quel délai nous conseillez-vous de faire une PL de contrôle? Alors, les recommandations de la SPILF, la SPILF en 2019 nous préconise de refaire une PL à supérieur ou 4 jours après la première PL. Donc après 4 jours au minimum. Souvent, dans les pratiques quotidiennes, les pratiques cliniques, les gens le font à partir de 2 jours après. On a une PCR négative, on va dire je vais la recommencer au bout de 2 jours. En fait, c'est plutôt 4 jours. Pourquoi il faut la refaire? Parce qu'il y a 85%, c'est des études diverses et variées, mais en gros, on a une sensibilité de 85%, donc on a des risques quand même non négligeables de faux négatifs, et notamment à la phase toute initiale, et comme on ne sait pas depuis combien de temps le patient est symptomatique, clairement, on peut très bien avoir finalement des symptômes très récents, et à ce moment-là, on peut tomber sur une PCR qui est négative, donc supérieure ou égale à 4 jours. Donc il faut refaire la deuxième PL et la deuxième recherche à ce moment-là. Au moment de cette deuxième PL, il va falloir élargir un petit peu notre bilan. Bien entendu, l'orientation diagnostique, elle va dépendre de plein de choses et elle va dépendre, est-ce que c'est un immunodéprimé ou pas, notre patient? Est-ce qu'il y a une suspicion de maladie de MST? Je vous ai parlé de la neurosyphilis, c'est peut-être pas le truc qu'on va regarder en premier, par exemple. Est-ce que le patient a voyagé? Est-ce qu'on a une épidémie récente vous voyez, dans des encéphalites type USUTU, type West Nile, type d'autres, vous voyez, des encéphalites attiques, et tout ça, c'est en train de se développer en Europe et il faut absolument y penser. Donc il va falloir penser à tout ça et faire l'orientation diagnostique en fonction de tous les éléments et les contacts qu'on peut avoir, soit avec des animaux, soit avec des patients aussi qui auraient pu être malades aussi. Donc la deuxième PL, il faut non seulement refaire la PCR à herpès, à VZV aussi, parfois aussi, j'ai oublié de le dire, chercher des anticorps anti-VZV parce que c'est aussi une indication. Merci. Et donc une petite dernière question qui va rejoindre un peu la précédente. Quand et comment doit-on réévaluer notre traitement mis en place? Donc le traitement, on va le réévaluer au bout de 48 heures avec les premiers résultats. À 48 heures, soit c'est positif, c'est très... finalement, vos résultats vont dans le sens HSV, on va continuer le traitement initial. Si ça va dans VZV, si on était parti sur plutôt de l'HSV, en fait, on va augmenter la posologie. Et puis, bien entendu, si on est sur une encéphalite virale, on va arrêter les antibiotiques qu'on a pu instaurer. Et puis, si on a un entérovirus, par exemple, on va tout arrêter. D'accord? Donc, ça, c'est le premier point. Si on a une négative, par contre, si on a un bilan négatif, là, on va poursuivre notre traitement, d'accord? Et on va poursuivre notamment la cyclovir parce qu'il faut théoriquement refaire la PCR au 4e jour et pas à J2. Et c'est peut-être là où il y a parfois une méprise où finalement on refait la PCR à J2 lorsque, au bout de 48 heures, la réévaluation du traitement se fait. Merci beaucoup Claire de toutes ces précisions et donc vous retrouvez les références citées dans cet épisode sur les plateformes du podcast et pensez à vous abonner.